Je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Donald Adjemi, de nationalité ivoirienne. Et comme parcours, j'ai fait un master en sciences économiques à Kigali, au Rwanda. Ensuite, j'ai suivi une formation de responsable ressources humaines et finances de l'action humanitaire à Bioforce. C'est naturellement à cette école-là que j'ai rencontré Brahim Laya, qui est avec moi. Et nous avons eu l'occasion de travailler aussi ensemble à Solidarité Internationale à Paris. Et vraiment, je suis heureux d'être parmi vous. On va essayer humblement de discuter et trouver ensemble des réponses à nos interrogations. Et puis, pourquoi pas planifier de travailler main dans la main comme une équipe afin de essayer de contribuer à réduire au mieux les souffrances de toutes ces personnes-là qui sont en mal, toutes ces femmes et toutes ces jeunes filles qui sont victimes de tout ce qui est viol et tout ce qui est atrocité. Et voilà, je laisse la parole à Brahim aussi qui va se présenter. Ok. Bonjour à tous. Recevez mes chaleureuses et fraternelles salutations. Je réponds au nom de Brahim Laya, je suis de nationalité tchadienne. Donc, comme parcours, j'ai fait mes études à sciences sociales à l'ENA de Niamey au Niger. Et après ça, j'ai eu l'occasion d'intégrer une ONG tchadienne, une ONG nationale, où j'ai travaillé dans un camp de réfugiés, auprès des réfugiés soudanais centrafricains. Et par la suite, pour évoluer dans le secteur humanitaire, j'ai choisi de suivre une formation à Bioforce de Lyon, où j'ai suivi la formation de coordinateur de programme humanitaire, d'où j'ai fait aussi la rencontre de Donald Adjemi ici présent. Et à la fin de la formation, on s'est encore retrouvé une nouvelle fois chez l'ONG Solidarité Internationale, où on avait travaillé aussi pendant une durée de 6 mois. Et là, actuellement, nous avons choisi de défendre naturellement la cause des femmes. Raison pour laquelle nous nous engageons en tant que bénévoles pour porter la voix de nos sœurs, de nos futures épouses et puis de nos mamans. Donc voilà. Donc sur ce, je vais laisser Donald présenter d'abord l'ONG et ensuite moi je vais présenter la situation des violences basées sur le genre au Mali. Merci. Alors, du coup, avant de présenter l'ONG, je vais un peu parler du contexte au Sahel. Il faut dire que depuis, j'ai envie de dire la chute, excusez-moi, c'est pas du tout politique. Depuis la chute de Kadhafi, on sait plus ou moins comment est-ce que ça se passe dans cette zone-là. Et pour citer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a dit qu'en période de crise et quand les âmes circulent, les femmes aussi sont très victimes et c'est aussi une âme de guerre, le viol. Du coup, en venant en France et depuis bien longtemps, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire moi pour essayer de tirer un peu les ficelles, pour que les choses s'arrangent. C'est ce qui a motivé que je m'engage dans la solidarité internationale. Et j'ai eu la chance de rencontrer, je pense que certaines personnes ici le connaissent, Ilili Mohamed, avec qui j'ai travaillé, qui m'a mis en contact avec Aïda Oualat, la fondatrice de l'ONG, qui m'a expliqué un peu la cause. Et je me suis dit que c'était une occasion pour essayer de peut-être contribuer humblement, modestement, mais à apporter le sourire à quelqu'un, quelque part, qui souffre. Alors, d'où est venue la création de cette ONG? Je pense que cette ONG, elle est, comme je l'ai dit, elle est née de Aïda Oualat, qui depuis plus de 20 ans essayait de soulager, de prendre en main des personnes victimes de tout ce qui est violence basée sur le genre. Et en 2019, il y a eu le déclic, c'est-à-dire essayer de tendre cette aide-là à une multitude. Du coup, en 2019, elle a déclaré cette ONG-là à New York. Et nous intervenons dans les pays de la zone du Sahel,
dans 6 pays principalement, le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va plus parler du Mali. Brahim va vous présenter les chiffres tout à l'heure. J'aurais bien aimé vous projeter une vidéo parce que ce que je vais dire, peut-être que je vais dire des choses qui sont fortes, mais un témoignage, c'est encore plus parlant. Un témoignage de quelqu'un qui a vécu des choses, mais vraiment atroces, ça aurait été plus parlant. Mais comme il a dit, mon très cher ami, peut-être que si vous restez avec nous, vous aurez l'occasion de voir cette vidéo-là. Je vous donne un peu les grandes lignes d'une petite fille de 14 ans qui a été victime de viol et qui a, à la suite de cela, a eu pas mal de complications. L'ONG, avec à sa tête Aïda Oualat, a pris en charge elle-même de ses propres fonds tout ce qui est soins pour l'aider à se remettre sur pied. Et aussi, j'ai un petit clin d'œil pour l'UNFPA qui a accepté de prendre en charge aussi son éducation, sa réintégration dans le tissu social. Et avant que je puisse vraiment développer, je vais laisser Brahim vous présenter les chiffres et ensuite vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que peut-être ma voix tremble. C'est parce que le sujet il est quand même assez important et quand on parle des femmes, naturellement moi je vois ma mère et l'amour que nous portons à nos mères en Afrique et chez nous est tellement fort que je pense que le sujet mérite vraiment notre attention. Du coup, je vous laisse écouter ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes et ensuite on va essayer de développer. Ok. Merci. Avant de présenter les chiffres, je m'en vais d'abord définir la violence basée sur le genre, qui est définie comme tout acte nuisible à l'encontre d'une personne ou des groupes d'individus en fonction de son identité de genre. Donc, c'est des violations à l'encontre des droits humains qui se produisent chaque jour dans différentes situations, que ce soit dans une situation de paix ou de situation de crise. Et nous avons principalement 6 typologies de violences basées sur le genre. Nous avons premièrement le viol, et, avec pénétration autant pour moi, qui est considéré comme une violence sexuelle, collective ou individuelle, notamment sur le partenaire intime. C'est l'une des violences la plus répandue de nos jours. Nous avons en deuxième lieu l'agression sexuelle, qui est liée à une mutilation génitale féminine autant pour moi, qui est liée à l'excision par exemple. Nous avons l'agression physique, notamment appelée aussi coups et blessures, qui peut aller de brûlures ou le fait de tirer les cheveux de ce conjoint, tout ça. Nous avons le déni de ressources, le manque d'opportunités, ou les personnes qui sont en manque d'opportunités ou manque de ressources se retrouvent piégées. Et voilà, quand ils se retrouvent piégés autant pour moi, on les impose certains choix. Nous avons bien évidemment le mariage forcé, le mariage visiblement envers les jeunes filles qui ne sont pas majeures. Et pour finir, nous avons la violence psychologique qui va de l'ordre de menaces, manipulation, intimidation, tout ça. Et il y a une violence qui cherche à s'intégrer de nos jours, c'est le féminicide. Et c'est l'une des violences aussi qui se répand de nos jours. Et je pense qu'avec le temps, elle serait intégrée dans les 6 différentes typologies que nous avons actuellement. Ok. Alors, selon les statistiques de l'UNFPA, au Mali particulièrement, donc les survivants sont généralement des femmes. Donc, on a un taux de 61% des femmes, dont 36% de jeunes filles qui ont moins de 18 ans. Et le plus souvent, ces conséquences de violences basées sur le genre, plus particulièrement les violences sexuelles, ont un impact sur... ont un impact autant pour moi intergénérationnel, parce que plus souvent,
elle arrive à tomber enceinte suite d'un viol. Nous avons les différents lieux où se produisent toutes ces violences basées sur le genre. En premier lieu, nous avons le domicile de l'auteur à hauteur de 28%. Nous avons le domicile du ou de la survivante qui est à 19%. Nous avons les brousses ou la forêt, 19%, beaucoup plus dans les régions un peu reculées. Nous avons les écoles, les champs et autres points d'eau pour les femmes qui vont chercher de l'eau. Et le nombre d'incidents par catégorie de survivants, nous avons 80% sont des résidents, des autochtones, autant pour moi, et les 6% c'est des déplacés internes, donc plus précisément ça peut être des réfugiés ou tout type de déplacement causé. Les profils des auteurs présumés qui commettent les violences basées sur le genre. Donc nous avons principalement les acteurs armés non étatiques, c'est-à-dire les groupes armés, ceux qui commettent le plus d'atrocités. Ensuite, nous avons les groupes armés nationaux, parce que ces dernières années, à travers les actualités, on a suivi que les groupes armés aussi, bien qu'ils soient nationaux, ils sont censés protéger la population, d'où certains commettent de tels actes qui normalement doivent être punis. Nous avons aussi les représentants de forces de sécurité internationales. Donc eux aussi c'est un peu pareil, mais c'est dans un cadre, je pèse mes mots parce que le constat a été alarmant parce que ça a commencé d'abord en RCA et de nos jours, je pense le Congo et les autres pays aussi sont touchés. Et après, nous avons les chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, oui, autant pour moi. Parce que il y a certaines personnes où ils cherchent de par leur position, plus influer pour tirer profit aussi. Nous avons les différents services qui sont offerts aux survivants. Donc, nous avons principalement, quand on récupère une personne qui subit une violence basée sur le genre, c'est principalement l'assistance psychosociale. Ensuite vient l'assistance juridique, suivie d'une assistance médicale. Et pour finir, pour accompagner cette personne, on cherche à l'insérer d'une manière ou d'une autre à travers une activité quelconque. Donc, je dirais que c'est tout pour les statistiques. Merci. Merci Brahim. Moi je vais juste rajouter que en termes de cas enregistrés officiellement en 2021, nous étions à 9540 cas et en 2022 nous avons 14 264 cas, soit une augmentation de 49%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez triste et alarmant, mais je pense que c'est pas assez représentatif parce que nous savons tous que dénoncer ce genre de pratique, c'est aussi un petit peu tabou chez nous. Parce que quand une personne, dénonce quelque chose de ce genre, est plus ou moins mal vu et peut être mis à l'écart. Du coup, ces 49% d'augmentation, pour moi, j'ai envie de dire c'est une satisfaction. Pas parce que le nombre il a grossi, mais parce que on doit, avec ce chiffre-là, prendre conscience de la triste réalité et se mettre vraiment au travail, de sorte à réduire au maximum. Ma présence ici, moi je suis pas quelqu'un qui parle trop. Ma présence ici, c'est présenter la situation et interpeller chacun d'entre vous. J'ai envie de dire, des gens sont en train de souffrir quelque part. Nous avons eu la chance d'être là. Nous avons eu la chance d'étudier. Nous avons des compétences, des aptitudes et beaucoup de choses qu'on peut développer, même étant loin, pour assister toutes ces personnes-là. Du coup, face à cette situation-là, j'ai envie de poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous sommes venus là, nous avons étudié, nous avons vraiment beaucoup de compétences et tout.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on reste là, on croise j'ai envie de dire les bras et on se dit c'est pas de toutes les façons les choses vont se régler d'elles-mêmes, ou est-ce que on essaie de enfin se mettre ensemble et essayer de bouger les choses? Nous sommes aujourd'hui une ONG qui se veut, j'ai envie de dire plus ou moins celle-là qui prend le devant des choses. Nous interpellons, nous vous invitons tous à nous aider à avancer. De quelle manière? Avec ces chiffres-là, je pense que nous pouvons tous ensemble rédiger et même soumettre beaucoup de plaidoyers à qui de droit pour que des choses se bougent. Les gens sévissent en toute impunité et à cause de la précarité, ils sont intouchables. Est-ce qu'on ne va pas être la voix de sans voix? Est-ce qu'on ne va pas être ceux qui aident ces gens-là qui portent la voix de toutes ces personnes qui souffrent? Ce sont ces interrogations-là que j'ai envie de vous adresser. Du coup, certes, on va beaucoup parler, mais j'aimerais juste qu'on retienne que à la sortie d'ici, il faudrait que chacun s'interroge et se dise, c'est vrai, j'ai étudié, j'ai des compétences. Avec ma compétence, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à, j'ai envie de dire, mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter à ma soeur ou mon frère? C'est vrai que là, pour le moment, on est plus parti sur tout ce qui est violence basée sur le genre, mais particulièrement les femmes et les jeunes filles. Mais comme on le disait hier, il y a aussi des hommes. Le moment viendra où on parlera et on va déployer des actions pour ces hommes-là. Mais pour l'heure, nous sommes là. J'ai envie de dire, joignez-vous à nous. Le combat, il est noble. Chaque combat qui est, j'ai envie de dire, basé sur une bonne cause est censé être mené. Et seuls, nous ne pouvons pas. Moi, je suis, j'ai envie de dire, je suis ivoirien. Lui, il est tchadien. Mais on parle du Mali. Nous parlons du continent. Nous parlons de nos mères. Peut-être que là, indirectement, ils ne sont pas concernés. Mais j'ai envie de dire, tous, autant que nous sommes frères. Et ça nous tous touche. Du coup, je vous exhorte vivement à vous joindre à nous, de sorte à ce qu'on puisse déployer plus de projets. Nous avons déjà pas mal de projets en cours et nous avons besoin des ressources, j'ai envie de dire, intellectuelles, pour nous aider au déploiement de tous ces projets-là, d'où notre présence. Je ne sais pas si Brahim, tu as quelque chose à rajouter concernant les activités qu'on a déjà déployées sur le terrain. Ouais. D'accord, il présente juste les activités et ensuite on va laisser la parole à l'Assemblée. Merci. Depuis la création de l'ONG JDWS, il y a déjà eu quelques activités qui ont été réalisées. Nous avons 375 leaders communautaires qui sont formés à la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que, voilà, en tant que leaders, ils sont chargés de défendre les droits et les intérêts des membres de leur communauté. Nous avons 70 000 personnes qui sont concernées par nos campagnes de sensibilisation, donc 40% des hommes. Et on espère faire plus, on espère faire adhérer les hommes afin qu'ils portent beaucoup plus les voix de ces femmes. Nous avons l'engagement des artistes, des journalistes, afin d'intensifier la communication pour un changement de comportements sociaux. C'est bien évidemment en tant qu'artiste, que ce soit en langue nationale ou en dialecte, ils savent comment transmettre un message. Donc c'est plus facile aussi de toucher les populations. Nous avons les campagnes de sensibilisation via les réseaux sociaux, qui de nos jours c'est aussi un moyen de communication et d'information qui est très efficace. Nous avons mené une étude rapide sur les impacts du Covid-19 en violence basée sur le genre, dont il y a plus de 1000 participants. Il y a eu l'orientation et la prise en charge des survivants des violences sexuelles. Donc le cas de la jeune fille qui normalement devait diffuser la vidéo dont Donald en a parlé.
Et nous avons la mise en place d'une plateforme en ligne de signalement violence basée sur le genre qui s'appelle dinal.org. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui, pour signaler les violences, ils se sentent peut-être menacés. Donc c'est un moyen, c'est un mécanisme de plainte à travers laquelle on peut dénoncer une violence sur le genre que l'on a subi. Sur ce, on va vous laisser le temps aussi de poser vos questions. Puis pour qu'on puisse interagir ensemble. Ok. Sur ce. Ouais, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais bon, moi j'ai quelque chose fait par rapport à votre début d'enquête. Vous avez présenté des chiffres pour 14 lesquels c'est. En fait, comment est-ce que vous allez recenser les victimes? Est-ce que c'est la déclaration de victimes? Est-ce que vous installez des cellules d'écoute et que les forces qui ont des violences viennent vous déclarer et puis vous les recensez? Comment est-ce que ça se passe le recensement des cas? Pour répondre à ta question, tu parles des premières statistiques ou les statistiques liées aux activités que nous avons réalisées? Non, en fait, je parle en fait. Celui-là, il donne Alors, je parle en fait des chiffres que vous avez cités. Comment est-ce que vous arrivez à connaître qu'au Mali, il y a 14 900 femmes qui ont été victimes de telle ou telle violence et des catégories aussi de types de violences? Est-ce que ce sont ces femmes-là qui viennent vous voir ou comment est-ce que ça se passe que vous avez vos représentants dans les localités où là, les femmes victimes viennent vous voir qui vous remplissent informations Pour répondre à ta question, déjà pour le recensement et pour mener une enquête, il y a principalement la question du financement. En fait, quand il y a un financement assez conséquent, on essaie de mener une enquête qui est plus large. Mais à défaut de financement, il y a d'abord les bénévoles qui sont sur place, qui sont en quelque sorte les représentants. Et il y a aussi la plateforme de signalement DINAL qui est en place que pour autant au début il y avait des personnes qui ne savaient pas comment y procéder, mais à travers une sensibilisation on avait expliqué comment se fait cette utilisation. Au-delà de ça, il y avait une petite équipe qui avait mené une enquête au plus près des populations. C'est à travers la participation des leaders communautaires, bien évidemment. Et à travers toutes ces données, les données primaires, secondaires, on a pu exploiter ces données et voilà, pour vous transmettre tout ça. D'accord. Ok. Il veut rajouter un truc là. Merci. Il faut dire aussi que ces données ne proviennent pas uniquement que de nous. Il y a aussi d'autres ONG réunies en cluster, c'est-à-dire un groupement d'individus représentant chacun une organisation, mais qui travaillent sur une cause particulière. Et il y a un cluster sur tout ce qui est violence basée sur le genre qui se réunissent et qui font très régulièrement des discussions et les statistiques tombent en fait. D'accord. Bonjour. D'accord. Du coup, moi, à mon niveau, j'ai pas de questions. Qu'est-ce que je fais pour apprendre la sécurité, notamment dans la famille, c'est une victime en fait de viol. Et la deuxième question, comme le président en fait, qui vous a demandé comment vous collectez les données, les informations, sachant que moi personnellement, si je suis victime de ce genre de situation, je n'aurai pas la parole vite fait comme ça. Et en fait, je me demande aussi que si d'autres apprennent en fait de ce qui m'est arrivé, est-ce que c'est pas un déshonneur pour la famille? Comment en fait ces filles se confient à vous, ou si c'est pas en fait ces faits ne sont pas utilisés à des fins matériels pour avoir en fait un bien de choses à faire. La troisième question. Pour vous, pensez-vous pourquoi il faut insérer en fait ces sujets dans les programmes éducatifs, notamment dans notre société?
Merci. Trois belles questions qui appellent à beaucoup de réflexion. Déjà, je pense, si j'ai bien compris, la première question c'était comment est-ce que, on collecte les données, c'est ça? Non, après le rejet. Après le rejet, comment est-ce qu'on fait pour les dames font pour venir vers nous et se confier? Non, après le rejet, parce qu'ils sont rejetés une fois qu'ils avouent qu'ils ont été victimes, il y a vraiment pas d'accompagnement de la famille et tout, moins de familles comprennent en fait la situation. D'accord. Comment l'ONG fait pour que les filles se fassent accepter en fait dans l'entourage, notamment dans la société. D'accord. Comme Brahim l'a dit tout à l'heure, quand une personne se fait enregistrer, c'est tout un processus, un mécanisme. Il y a d'abord un suivi psychologique, parce que on sait ce que c'est, tu vois. Après, il y a le volet, j'ai envie de dire santé, parce que voilà, ça appelle à beaucoup de choses. Pour parler du cas en question, parce que je tiens vraiment qu'on projette cette vidéo-là. Cette fille a eu des fistules. Elle a subi, je crois, 2 opérations financées aux frais de l'ONG et de la propre poche de la fondatrice. Ensuite, nous avons vu avec UNFPA pour sa réinsertion, son éducation. Du coup, en fonction de l'âge, il y a des activités, il y a tout un programme qui suit. Pour des personnes qui sont en âge d'aller encore à l'école, il y a un programme d'alphabétisation. Ensuite, réinsertion, peut-être tu apprends un petit métier pour que tu puisses être, j'ai envie de dire, indépendante financièrement. Pour les femmes, il y a tout un projet, beaucoup de projets, j'ai envie de dire, d'activités génératrices de revenus. Nous soutenons toutes ces femmes-là en les réunissant en coopérative et puis on essaie d'apporter ce qu'on peut en fonction des moyens qu'on a. Et les statistiques, comment est-ce qu'on fait pour les avoir? Enfin, on a plus ou moins réfléchi à cette question-là parce que je pense que c'est le plus difficile, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce sont des sujets qui sont assez tabous chez nous. Arriver à se dénoncer, c'est mettre, j'ai envie de dire, tous les projecteurs sur soi. C'est pour cela qu'on a pensé à cette plateforme en ligne-là, qui est quand même, j'ai envie de dire, une plateforme de signalement, mais vraiment discrète. Tu rentres juste en ligne, tu rentres les données, et il y a eu des formations pour apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut s'enregistrer. Nous avons des bénévoles qui, tout le temps, sont sur le terrain, qui organisent plus ou moins des grandes réunions, de débats et tout, où on explique tout ça. Et une fois que tu es enregistré, automatiquement, c'est tout un processus qui se met en marche. On voit comment est-ce qu'on va t'accompagner, en fonction de ton âge et tout se suit. Maintenant, la troisième question, je pense que j'ai déjà répondu à deux des trois questions. La dernière question, c'était pourquoi est-ce qu'on va pas essayer d'insérer ça même dans le système éducatif et tout, c'est ça? J'ai envie de dire, tout aurait été parfait si on était arrivé à ce stade-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le chemin, il est assez long. C'est pour cela que je t'interpellais tout à l'heure. Et je te disais qu'ensemble, on devait travailler comme une équipe pour avancer. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a des efforts qui sont faits, mais c'est encore faible. Là, les chiffres que je viens de donner, c'est clair que quand on donne un chiffre comme ça, 14 000 et tout, c'est parlant. Mais cette voie-là n'est pas assez forte. J'ai envie de dire, les gens continuent de sévir en toute impunité. Il faut déjà qu'on arrive à faire des plaidoyers pour qu'on prenne en conscience, j'ai envie de dire, prendre ce fait-là en considération, et que nos gouvernants, nos dirigeants aussi se mouillent un peu. Je ne veux pas développer parce qu'on est dans un cadre bien spécifique. J'aurais bien aimé ne pas avoir cette casquette-là, j'ai envie de dire, d'ONG pour donner vraiment pour dire vraiment tout ce que je pense. Mais parce que je représente une ONG qui se veut neutre et apolitique, j'ai envie de dire
tous les sujets qu'on dépose sur la table en termes de plaidoyer. On présente la situation à nos dirigeants et on leur demande que voilà, voici la situation. Il est temps de passer, voilà, mettre en place des choses pour que les choses se bougent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Hein. J'ai fait l'effort de rester un peu, tu vois. J'ai failli dévier un peu, mais je suis resté là. Tu veux ajouter quelque chose? Plus tard. Hein. Je prends. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation de l'ONG et de toutes les activités qu'elle a menées, qu'elle continue de mener. Moi, j'ai une question qui concerne les personnes les plus vulnérables pour avoir écrit sur les sujets, notamment sur les cas des jeunes filles ménagères à Bamako. On sait que déjà, comme vous venez de le dire, c'est pas évident pour les personnes victimes des violences de se déclarer, et ça l'est encore plus. C'est encore plus difficile pour cette couche de la population qui, de manière générale, n'a déjà pas accès à tout ce qui est plateforme. Vous, justement, au sein de l'ONG, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces personnes qui, déjà, n'ont pas les compétences qu'il faut pour utiliser les outils numériques, et même si elles en ont, elles ne disposent pas forcément des outils techniques. La plupart ne disposent pas de smartphone pour utiliser ces plateformes-là. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour ces personnes? Et deuxièmement, ma deuxième question, je vais la rejoindre, elle a parlé tout à l'heure de l'inscrire dans les programmes scolaires. Est-ce que vous, à votre échelle, en tant qu'organisation, en tant qu'ONG, moi j'ai beaucoup pointé du doigt justement les ONG qui disent représenter les femmes, qui au final vont faire une sorte de deux poids deux mesures, qui ne vont pas forcément représenter toutes les femmes, qui vont surtout représenter une catégorie des femmes, ceux qui sont surtout de l'élite, et qui vont occulter les problèmes des couches les plus vulnérables. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une volonté politique plus globale? Est-ce que vous ne pouvez pas être justement ceux qui vont faire, vous et l'ensemble des ONG, des associations, ceux qui vont faire bouger les gouvernements afin que les gouvernements puissent mettre en place des campagnes de sensibilisation à ces sujets et faire en sorte que les sujets deviennent des sujets d'intérêt général qu'ils sont, et afin qu'ensemble on puisse aller vers une prise de conscience collective et résoudre ces problèmes. Merci. Est-ce que vous pouvez juste préciser votre nom et prénom? Alors, moi, je m'appelle Amara Santo. Merci. Ok, merci Amara. Avant de répondre, je vais juste dire, je suis content que tu aies utilisé le terme ensemble, que tu aies dit ensemble en plus, voilà, ça veut dire que quelque part la cause te parle. Concernant toutes ces jeunes filles que tu as présentées, nous avons conscience que, enfin, de là où nous venons, c'est pas facile. Et nous avons conscience de tout ce qui est abus de pouvoir des gens en fonction de leur catégorie et leur classe sociale se permettent de faire certaines choses qui malheureusement ne sont pas, enfin qui ne vont nulle part, parce que l'autre dans sa position n'a pas les moyens de, j'ai envie de dire, de signaler ou n'a pas de voix. Et pour répondre à cela, je dirais que le 21, nous sommes le 20 aujourd'hui, demain déjà, il y a aussi une rencontre pareille que celle-là à Bamako, où nous y serons pour aussi avoir une discussion avec les leaders communautaires et tout. Il y a Brahim a donné les chiffres tout à l'heure. Nous travaillons avec tous les chefs religieux et les leaders communautaires pour que, enfin, tous s'intéressent à la question. Et nous avons des bénévoles sur le terrain
qui à chaque fois font le tour des quartiers, des villages, des hameaux et tout, pour parler de tout ce qui est violence basée sur le genre, sensibiliser. Notre démarche, c'est pointer du doigt, lever tout ce qui est tabou, de sorte à ce que la voix de tous soit prise en considération. Et par rapport à ta dernière question, je vois que c'est enfin plus ou moins la même question que la question de la demoiselle avant toi. Notre souhait, c'est arriver un jour à pousser nos dirigeants à prendre cette question-là en considération. Et quand je parlais tout à l'heure, je pesais mes mots quand je dis je souhaite que vous joigniez à la cause. Parce que nous avons un projet de déployer plus de projets sur, j'ai envie de dire, tout l'étendue du territoire. Moi, je le fais, mais j'ai envie de dire de façon volontaire, parce que la cause me parle à moi. Si elle me parle à moi, c'est que cette cause-là peut parler à tout et chacun de nous ici présents. Du coup, je pense si on se met ensemble, comme tu l'as dit, et qu'on fait j'ai envie de dire, des plaidoyers, mais qui sont vraiment poignants, et qu'on les dépose j'ai envie de dire, devant qui de droit, je pense que peut-être les choses vont se bouger. Et aujourd'hui, notre démarche, comme je l'ai dit, ma présence ici et notre présence ici, c'est plus dans ce sens-là. Parce que la fondatrice de l'ONG, elle-même, elle est une survivante de ce qui nous réunit là. Du coup, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Depuis plus de 20 ans, elle essaie à son humble niveau de venir en aide et d'aider toutes ces personnes-là. Et ce, à ses propres fonds. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est tellement... un sujet tellement sensible pour elle que, pour utiliser un peu tes termes, il n'y a pas de classe sociale qui est pris en compte. C'est un sujet pour tous. Déjà, tout ce qui est ONG, on parle de neutralité, impartialité, non-discrimination et indépendance. Dans indépendance, on ne se laisse pas influer par tout ce qui est politique et tout, et décideurs politiques. Nous avons notre objectif, notre vision, on y va. Neutralité dans le sens de, devant une situation, on ne prend pas de parti. Non-discrimination, on ne va pas trier le genre, on ne va pas considérer, j'ai envie de dire, ta position. La situation, si t'arrive à toi, peut arriver à tout le monde. Et j'ai envie de dire aussi, je veux finir en disant, j'aimerais bien, vu que tu as déjà fait une étude sur cette question-là, que après on puisse discuter de sorte à ce que peut-être cette étude-là puisse être sujet de peut-être un plaidoyer. Le problème, il est clair, tu vois. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais j'ai envie de dire peut-être qu'on n'a pas déposé devant la bonne porte. On espère que bientôt on va arriver devant la bonne porte et que les choses vont se bouger. Merci. Ah, je n'avais pas bien compris ou quoi? Vous pouvez clarifier, non, laisse. Je t'ai pas compris. Juste pour clarifier, quand je disais en fait qu'il y a une sorte de discrimination, c'est pas, pas pour votre ONG particulièrement, mais de manière générale en fait. Et bon, pour avoir, quand je disais que j'ai écrit sur le sujet, c'est pas une étude proprement dite. C'est parce que le sujet me tient à cœur et donc j'ai écrit un roman là-dessus. Et voilà, c'était juste pour clarifier ça. Ah d'accord. Bah merci. Et je réitère encore mon invitation. Je pense tout à l'heure, je parlais d'aptitude et de compétences. C'est ce que nous recherchons. Être à un niveau où tu écris, j'ai envie de dire, un roman, ça veut dire qu'intellectuellement, plus ou moins, on a besoin de toi. Tu vois. Du coup, et désolé si je t'avais pas bien compris et tout, mais bon, enfin. Tu vas pas parler. Non, je vais parler. Alors, bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Mahmoud Amadou, je suis le président de l'association des étudiants et diplômés de Besançon. Merci déjà pour votre intervention. Je pense que vous battez pour une cause noble. Et que aujourd'hui,
données, c'est-à-dire de ces 4 000 là ou de ces 14 000, sont des chiffres biaisés parce que les gens les plus touchés, ce n'est pas eux que vous approchez. Parce que quand vous parlez de plateforme, comme certains l'ont déjà souligné, par exemple, quelqu'un qui a un outil ne peut pas, par exemple, mettre le son d'autres ne savent pas comment on va bien discuter. Et elle aussi a souligné un autre problème, c'est que quand on est frappé par ces gens de problèmes, c'est difficile de communiquer. Comment est-ce que vous arrivez à faire l'étude, vous arrivez à savoir qui dit vrai ou faux de tout cela. Et peut-être ce que je vais dire aussi, ça va un peu parler que je suis contre ces pratiques-là. Ce n'est pas que je suis contre le combat pour lequel vous vous battez. Donc aujourd'hui aussi, on remarque que certaines femmes aussi utilisent cela comme un système de marchandisation, d'économie aujourd'hui. Donc comment est-ce que vous allez évoluer? Quelle solution vous apportez à cela? D'accord, tu veux répondre ou... Bah, je dis ce que j'ai en tête là. Déjà, concernant les chiffres, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas assez représentatif, je l'ai dit. Là, de 2021 à 2022, il y a eu une augmentation de 49%. C'est parce que justement, il y a eu des actions qui ont été menées. C'est parce que, j'ai envie de dire, des gens ont eu le courage de peut-être se dénoncer. Et c'est peut-être parce que on a, j'ai envie de dire, peut-être sillonné certaines zones. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie aujourd'hui de s'étendre sur toute l'étendue du territoire, de sorte à toucher vraiment au maximum et pointer du doigt le problème réellement. Maintenant, concernant l'aspect tabou, ça c'est une triste réalité, nous le savons. Maintenant, comment est-ce qu'on procède? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se veut vraiment proche des populations. Nos, j'ai envie de dire, représentants sur le terrain sont des gens qui sont issus de ces milieux-là. Et partout, nous avons des gens qui travaillent pour cette cause-là. Et tu es d'accord avec moi que chez nous, les nouvelles, elles vont vraiment vite. Elles vont vraiment vite. Quand un truc arrive, bah, au cas de tout, presque tout le monde est informé. C'est vrai qu'on essaie au mieux j'ai envie de dire, de pas parler, mais une fois que c'est su, tout le monde le sait. Et statistiquement, comme je l'ai dit, ces chiffres ne viennent pas que de cette organisation-là. Il y a les chiffres de cette organisation-là parce que certaines personnes ont toutes ces, j'ai envie de dire, ont Android, ont la capacité de, enfin, pré-remplir et tout. Mais une fois que quelqu'un passe sur notre plateforme à nous, il y a aussi une étude derrière. C'est vrai que tu dénonces, mais il y a quand même le devoir de vérifier pour être sûr. Tu vois? Du coup, à notre niveau, nous, on essaie déjà de filtrer toutes ces informations-là. Et on a mis un système où, j'ai envie de dire, les personnes qui dénoncent sont plus ou moins entendues. C'est-à-dire, dès que tu dénonces aujourd'hui et que tu remplis toutes les informations, je sais pas, dans les jours qui suivent, nous on se déplace et on vient vers toi pour non seulement t'écouter, mais écouter aussi tout le monde. De sorte à partir avec une information qui soit sûre et qui puisse nous donner de vraiment déployer une action. Et je sais pas, par rapport à ta dernière question. Les femmes utilisent ce système-là. Oui, j'ai envie de dire, c'est regrettable. Et oui, et j'ai aussi, pour enfin, déconner un peu, j'ai une histoire aujourd'hui qui fait un tollé sur les réseaux sociaux d'un homme ici en France, victime aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a eu une aventure avec une dame qui lui a dit que, je cite, qu'elle aimait que ça soit un petit peu bizarre. Et après, elle allait elle-même dénoncer. Je pense, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça traîne sur les réseaux sociaux. Elle allait se dénoncer. Et parce que l'homme en question, il a suivi à la lettre, mais ce qu'elle a demandé, elle avait un peu des bleus partout. Et du coup, lui, il a été arrêté.
pour dire que partout, il y a toujours des personnes de mauvaise volonté. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il faut peut-être que nos efforts, nos plaidoyers payent pour qu'il y ait une éveil de conscience collective, de sorte à ce que ce genre de pratiques-là cesse. Bonjour à tous. Vous parlez des chiffres 9 000, 14 000, je suis venu un peu en retard, je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Ma question c'est par rapport à ces chiffres, parce que vous parlez de 9 000, 14 000, une augmentation de 40% en lien avec 2021. Ce sont des chiffres qui doivent tous nous interpeller. Ça rend plus vraiment la pertinence en fait, du sujet en question. Du coup, ma question est est-ce que vous avez une cartographie détaillée en fait, de ces chiffres, en fait, afin qu'on puisse connaître quelles sont les zones les plus impactées. Et puis, vous avez parlé aussi des bénévoles qui sont sur le terrain. Ils doivent forcément rencontrer des difficultés réelles. Du coup, parmi les difficultés remontées, pouvez-vous nous citer quelques exemples et puis quels sont les moyens d'action que vous avez mis en place pour en fait réduire voire supprimer en fait, toutes ces difficultés-là. Et ma troisième question, c'est vous avez parlé. On va essayer de répondre à cette question. Ensuite, tu veux répondre? Vas-y. La cartographie, on n'a pas de cartographie. Si, voilà. Mais il y a des cartographies qui existent. Sur, je ne sais pas si les questions ont bien été comprises. Ouais. Déjà, merci pour ta question, tes questions. La cartographie, elle existe, mais malheureusement, moi, là, je ne l'ai pas sur moi, parce que en venant, on nous a dit qu'on venait juste faire une présentation de l'ONG. Et du coup, nous nous sommes contentés juste de faire un petit PowerPoint pour parler de l'ONG. Et on nous a dit qu'on avait juste 10 minutes. Du coup, on s'est efforcé de toucher les aspects assez parlants, peut-être des chiffres. Et on voulait projeter une vidéo aussi pour mieux élucider tout ce qu'on dit. Mais bon, là, on est parti sur un truc, une conférence qui est assez intéressante où on peut discuter sur la question. Sinon, la cartographie, elle existe. Quand une personne est enregistrée, la personne est enregistrée en fonction d'une zone. Et en fonction du nombre de personnes qui sont enregistrées dans cette zone-là, je pense qu'on peut détecter pour faire plus ou moins. Et la cartographie, elle existe pour de vrai. La présidente de l'ONG est là. Je l'ai, mais je ne l'ai pas apporté dans ce PowerPoint-là. Mais je peux te l'envoyer si éventuellement ça t'intéresse. Et pour la question des difficultés, effectivement, nous faisons face à plusieurs difficultés parce que nos représentants qui vont au contact de la population, souvent sont eux-mêmes aussi victimes de pas mal d'histoires. Parce que dénoncer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez tabou déjà pour essayer prendre un risque pour la personne qui se dénonce elle-même, mais aussi pour celui qui accompagne, c'est pointer du doigt X qui a fait ça. Du coup, ils sont aussi plus ou moins, j'ai envie de dire, en situation d'insécurité. On fait quand même au mieux de rester constamment en contact et d'apporter le soutien qu'il faut
de les aider dans les déplacements et de les aider aussi à enfin faire cette enquête et cette démarche-là en toute sécurité. C'est pour cela d'ailleurs qu'on travaille en parfaite harmonie avec les chefs religieux et les dirigeants, nos représentants communautaires. On travaille avec tout le monde de sorte à ce que tout le monde soit quand même plus ou moins bien. Et lors de nos échanges avec les populations, il y a le leader, on invite un leader religieux, le chef communautaire et le représentant de l'ONG, le bénévole qui représente l'ONG aussi est présent, qui est présenté officiellement à tout le monde et qui est tout le temps en contact avec ces chefs religieux, nos leaders. Donc on essaie au mieux de mettre en place des mesures afin d'assurer la sécurité. Mais c'est clair que c'est vraiment pas facile parce que pointer du doigt quelqu'un qui a une forte position peut user de cette position-là pour te nuire. Et nous en sommes conscients. Mais on fait au mieux de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'incident à ce niveau-là. Pour le moment, on a enregistré 0 incident. Peut-être que tout se passe bien, ou les actions, les mesures prises fonctionnent bien. On espère que ça va continuer comme ça. À la troisième question. Oh, on t'a posé la question. Non, c'est pas grave. En fait, j'ai une dernière question. On dit que c'est bref. On va parler aussi vous avez rapproché les religieux et puis les chefs coutumiers aussi. 2009, je ne sais pas trop si c'est la bonne date. 2009, c'est en temps 2009. Une date qui m'est restée à cœur parce que nos institutions ont failli tomber juste à cause d'une volonté politique qui était en fait de faire voter une loi, donc de faire passer une loi sur le code de la famille. Sur ce code-là, il y avait pas mal de points qui étaient pris en compte, qui partaient en fait dans le même sens que le sujet que vous nous parlez. Et nos institutions ont failli tomber en fait à cause de cette volonté-là. Donc de ce fait, je me dis qu'en parlant de volonté politique, il peut y avoir une volonté politique. Mais je parle de l'exemple du Mali. Est-ce que le vrai problème, c'est pas les religieux? Et ma question est que comment vous faites pour en fait rapprocher ces religieux, sachant que si la partie tabou même, ce sont ces religieux, ces chefs coutumiers, dans la mesure où si vous parvenez à convaincre ces chefs religieux, je pense que les politiques vont facilement suivre. Et comment vous faites pour vraiment parler en fait ces sujets à ces chefs religieux? Aussi, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets avec d'échanges que vous avez eu avec les chefs religieux sur le sujet et quelles ont été ces réactions? Ok, comme je l'ai dit, notre ONG et comme toute autre ONG se veut déjà apolitique et neutre. Et si on se met, je vais essayer de classifier un peu, je vais partager en 2 groupes. Il y a les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre. Si on travaille que avec les chrétiens, il y a un problème parce que de l'autre côté, ils vont se sentir un peu lésés. C'est pour cela qu'on travaille avec tout le monde et on se veut apolitique, mais on a conscience qu'il est sans l'accord de nos leaders politiques, on ne pourra absolument rien faire. Et c'est pour cela que nous travaillons aussi avec les leaders, j'ai envie de dire nos élus et tout. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à discuter avec tous ces leaders-là? La fondatrice de l'ONG est elle-même fille du Mali, qui a vécu pendant longtemps au Mali. Et avec certains contacts, il y a une approche qui est mise sur place de sorte à les relier à la cause. Et parlant d'exemples concrets de chefs religieux défendant la cause, là j'ai une vidéo de 7 minutes d'un chef, d'un imam qui dénonçait ces choses-là et qui invitait, et ce sont les gens à prendre conscience de la situation
Et ce sont ces genres de vidéos-là que lors de nos rencontres avec les populations, nous projetons. Comme pour dire, voici, c'est un leader religieux, mais qui est avec cette cause-là. Du coup, avec ces petits moyens-là, on essaie quand même de capter l'attention de tout le monde. Et par rapport aussi aux leaders, aux élus, là, nous sommes en train de travailler sur un projet pour insérer, mais plutôt dans le sens d'éduquer les personnes victimes. Là, le projet, nous sommes en train de le monter avec le ministère de l'Éducation pour dire que nous travaillons avec eux. Nous, on tape à toutes les portes, de sorte à ce que le résultat soit positif pour les victimes. Pas pour nous, mais l'ONG est né pour ces personnes-là. Du coup, nous tapons à toutes les portes et on espère qu'un jour, cette question-là sera vraiment prise en compte et que les décisions politiques suivront et que, dans un monde meilleur, toutes ces choses-là vont prendre fin. D'autres questions? Je travaille fort. Alors, je voudrais vous poser une question. Au niveau de la justice, est-ce que vous mettez en place des accompagnements justement pour rendre la justice, porter plainte, on sait comment la justice se passe dans le pays, c'est pas toujours équitable. Dénoncer c'est une chose, mais avoir justice en est une autre. Est-ce que justement vous mettez en place des systèmes d'accompagnement pour rendre justice aux victimes? Parce que finalement, si on a une augmentation de 40% des cas en l'espace d'une année, je parle sous votre contrôle, bien sûr, en l'espace d'une année, est-ce que quelque part, c'est pas parce qu'il y a une impunité? C'était ça ma question. Tu veux répondre? Ouais, Vas-y. Bien, merci pour ta question. Par rapport à l'augmentation, je pense que moi je vois du côté d'une prise de conscience autant pour moi. Parce que en tant que victime d'une violence basée sur le genre, c'est très très difficile de se prononcer. Et là, si je vois qu'on a eu un certain nombre élevé, je pense que c'est plutôt positif. Parce que derrière, les gens, ils ont pris conscience et puis voilà, ils cherchent à faire entendre leur voix pour que derrière, il y ait cette punition. Concernant la question de l'accompagnement, bien évidemment, quand une personne signale un cas, la première des choses, c'est d'avoir un accompagnement psychosocial. Parce que bien évidemment, quand on subit une violence, il y a des impacts. Et là, une personne qui est mieux placée, ça peut être une personne qui a été formée sur, par exemple, la gestion du stress ou un psychologue, s'il y en a. En deuxième lieu, il y a l'assistance juridique, savoir accompagner la personne pour qu'il puisse porter plainte. Et là aussi, c'est quelque chose de très difficile parce que il y a des personnes qui peuvent bien dénoncer qu'ils ont subi une violence, mais le fait de porter plainte pose aussi problème. Et surtout que connaissant que le sujet il est un peu tabou, généralement pour une femme quand elle est mariée, puis dénoncer ou poursuivre son mari, c'est mal vu aussi par la belle famille, tout ça. Donc elle peut se dire que elle dénonce, mais plus tard elle veut pas que on porte plainte, tout ça. Troisième lieu, il y a un soutien type médical. Donc quand une femme subit viol, tout ça, on l'accompagne chez le gynécologue. Puis lui aussi, en fonction des spécialités, il puisse faire le maximum que possible. Voilà. Ok, pour rajouter à ce qu'il a dit déjà, en fait c'est un tableau assez, j'ai envie de dire, noir, et moi qui m'interpelle personnellement. Et je pense que ça a été évoqué lors du discours du prix Nobel de la paix, j'aime bien le citer, qui a dit que il y avait
un mémoire rédigé qui était en train de croupir dans un bureau à New York qui nommait toutes les personnes au Congo, bien entendu parce qu'il est congolais, toutes les personnes qui avaient été plus ou moins, j'ai envie de dire, chefs de tout ce qui est atrocité au Congo. Mais les actions n'ont pas suivi derrière. Et dans son discours, si tu l'écoutes bien, tu verras qu'il exhorte les gens à aller consulter ce rapport-là, de sorte à ce que les gens qui sévissent en toute impunité soient conduits devant les tribunaux, de sorte à ce qu'ils puissent répondre de leurs actes. Bah, désolé aussi si ma voix tremble. En fait, j'ai mal jugé le temps. Et là, j'ai vraiment froid. Mais on va y arriver. Et comme l'a dit Brahim, une chose est de dénoncer, mais une chose est d'aller jusqu'au bout. Nous, on a un volet juridique, on accompagne jusqu'au bout, mais bien souvent, ce qui pose problème, c'est que les gens dénoncent, on essaie d'accompagner, mais au niveau de la plainte et tout, généralement, ils se rétractent. C'est aussi ça un problème, parce que comme nous savons, dans nos sociétés, c'est pas assez facile d'aller jusque-là. C'est quand même se montrer au grand jour. Donc les gens préfèrent quand même aller, mais quand même rester un peu, j'ai envie de dire, dans l'ombre. Mais nous espérons que les choses vont se bouger. Et là, nous sommes en train de voir avec on veut utiliser le cas, on en a parlé, le cas de la petite sur la vidéo, je reviens là-dessus, qui a subi tous ces viols-là. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement, justement parce qu'elle n'a pas, et sa famille n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Les personnes, les auteurs sont connus, mais parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on le dit chez nous, ça ne va nulle part. Du coup, le projet, c'est utiliser cette histoire-là, faire un plaidoyer là-dessus, le porter où il faut, de sorte à ce que les gens comprennent que voilà, à un moment ça suffit, vous n'allez pas continuer à voilà ainsi. Et c'est notre souhait. On espère que bientôt les gens nous entendront et que enfin chacun pourra répondre de ses actes. Voilà. Je vais donner le truc là. Je suis en train de mourir. Je te le donne? Non. Si tu veux, je te le donne. Oui, enchanté. Président de l'association des maladies en démocratie. J'ai une question, c'est en fait comment vous faites pour accompagner justement, vous avez parlé de l'accompagnement matériel et on peut vraiment on peut les donner beaucoup de choses à se réintégrer et en fait apprendre en fait la blessure qui sont à eux. Mais comment vous faites en fait au sein de la famille, surtout quand la personne elle est victime soit de son cousin, de son oncle, ou soit en fait de la personne d'une famille, comment vous faites en fait cet accompagnement? Non, c'est... Tu veux parler? Une question super pertinente. Comment est-ce qu'on fait? Je pense que les actions que nous déployons en fonction de la situation et la circonstance sont pareilles. Là, une personne j'ai envie de dire, qui est connue par nos services, qui a subi des atrocités, on voit comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là. D'abord, il a dit un soutien psychologique pour que cette personne-là arrive à se remettre. Et en fonction de l'âge, je l'ai dit aussi, en fonction de l'âge, on voit comment est-ce qu'on peut t'aider à te remettre sur pied, mais que tu puisses aussi, soit avoir une activité ou apprendre. Maintenant, quand ça arrive dans le cadre de la famille, je pense que c'est assez complexe. Honnêtement, j'ai pas de cas sur cela qu'on a officiellement enregistré pour te répondre. Si je te réponds là maintenant, ça sera ma pensée à moi, ça ne sera pas la pensée de l'ONG. Du coup, je préfère, désolé. Non mais je voulais faire le lien avec le cas des ex-enfants soldats, la famille, tout ça, mais c'est un autre sujet, quoi.
Ouais, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ah, tu vois, En fait, la question, c'est pareil, il y a le responsable de la communication de l'association des Maliens de l'Ouest. Pour la question que j'ai envie de vous poser, en fait, les statistiques, les données que vous avez fournies, en fait, d'où proviennent ces données? Ces données proviennent des plaignants uniquement ou comment en fait vous faites pour récolter ces données? Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé des locaux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent même pas utiliser ces plateformes dont vous parlez. Donc la question que, disons, ce que moi j'ai envie de savoir en fait, les sources des informations que vous avez fournies, d'où est-ce qu'elles proviennent? Bien, par rapport à la question des données, nous collectons plusieurs données. Déjà, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que nous avons une couverture assez limitée parce que compte tenu des ressources humaines, on ne peut pas couvrir toutes les zones parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se porter comme bénévole. Et pour les données qui ont été produites, il y avait une petite équipe composée de 5 personnes qui, en fonction de notre budget bien évidemment, a mené des enquêtes, a collecté des informations. Au-delà de ça, il y a la plateforme DENAL que j'avais évoquée pour les personnes bien évidemment qui savent utiliser Internet. Il y a aussi un numéro vert qui est à disposition. Donc, bien évidemment, pour des personnes qui ne savent pas utiliser Internet et puis qui préfèrent utiliser le portable. Au-delà de ça, il faut savoir que dans toute action, on ne travaille pas seul. Au-delà de ça, il y a des associations avec lesquelles on travaille en collaboration qui, eux aussi, en fonction des zones, ils collectent des données et à la fin, on incarne toutes ces données et puis on essaie de les exploiter au mieux que possible. Donc, d'où la production des données qui sont finales. D'accord. Et disons, je reviens sur un point que vous avez évoqué, les enquêtes. Comment se déroulent les enquêtes? Ce sont des personnes qui se déplacent pour aller voir cette victime ou comment est-ce que ça se passe? Déjà, il y a la question de la sensibilisation parce que avant de mener une enquête, il faut bien se faire connaître pourquoi on est là. On essaie de mener une enquête et on essaie de mener d'abord une sensibilisation pour la prise de conscience. Après ça, on se présente ce qu'on envisage de faire. Pour finir, en faisant la sensibilisation, tout ça, au cas où tombe sur une personne qui, bien évidemment, veut dénoncer le type de violence qu'elle a subi ou qu'il a subi, bien évidemment, nous, on essaie de l'enregistrer. Au fur et à mesure, on continue. Ouais. Attends, donne-moi. Je donne un lien. Tu lui donnes. C'est ça, il peut trouver ces chiffres-là. Le rapport, il est là. Le rapport, quoi. Ça. Ces chiffres-là sont vérifiables, en fait. C'est la protection. Ouais. C'est le rapport de décembre à janvier. Si tu veux, tu peux le lui dire. Ouais, mais c'est bon, si tu veux, tu complètes. Bah, dis-lui. Tu veux compléter ou Bah, enfin, c'est pour parler des données là. Enfin, je cherchais à communiquer de. J'ai envie de dire, ça a été publié en avril 2023. Et la source est Mali Cluster Protection. Tu peux le trouver sur GBVIMS. Je pense que c'est Système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre. Et ce rapport a été publié, je pense qu'il est en ligne. Tu peux le trouver et tu trouveras, au-delà même de ces chiffres-là, d'autres aspects, ça va plus loin. Et les 14 264 cas ont été classifiés en fonction des 6 différents
six différentes catégories de violences basées sur le genre. Je vais les citer vite fait. Pour les viols avec pénétration, nous sommes à 41%, je pense que tu les as dit. Et donc, ce sont des trucs que si jamais tu veux parcourir, je peux te donner le lien et tu verras. Il y a encore des choses plus intéressantes et qui vont peut-être plus te choquer si tu lis le parcours. Deuxième question, première, parce que la première, c'est qu'en fait, comment vous assurez de la véracité des plaintes que vous recevez? Vous entendez tout à l'heure le contrôle qui est fait derrière, mais en fait, je souhaite savoir comment est-ce que vous, à votre niveau, vous vous assurez que les personnes qui vous rapportent les plaintes, voilà, qu'elles sont pas, disons, qu'elles ne sont pas fausses. Et la deuxième question, c'est que c'est bien beau d'avoir des statistiques, des données. Quelles sont les actions qui sont mises en place, disons, pour éviter, sinon punir les auteurs de ces actions? Est-ce que vous travaillez avec les autorités locales? Déjà, comment est-ce qu'on vérifie la véracité des informations recueillies? Comme je l'ai dit, à notre niveau, comme il a dit Brahim, il y a plusieurs ONG qui travaillent aussi, qui ont leurs données. C'est ensemble que quand on met tout ensemble, on arrive à trouver le nombre total. Mais à notre niveau, une fois qu'une personne est enregistrée sur notre plateforme, on dépêche quelqu'un qui va sur le terrain, comme j'ai dit, pour écouter le plaignant, mais aussi écouter l'entourage. Parce qu'il a bien souligné, il y a des personnes qui peuvent être de mauvaise volonté. Du coup, nous, on essaie au mieux de filtrer toutes les informations qu'on a. Maintenant, concernant les actions, là, nous sommes en train de, au-delà des actions qui sont déjà sur place, mais on lance une grande campagne de sensibilisation sur les VBG. Et parallèlement à cela, il y a une grande campagne de recrutement de bénévoles et stagiaires. Et parce que nous voulons atteindre le maximum de personnes, trouver des chiffres mais qui sont fiables, de sorte à ce que nos plaidoyers aient du poids devant les autorités compétentes, de sorte à ce que les actions derrière suivent et que ceux qui sévissent puissent à un moment répondre les actes. Et je t'invite aussi, comme je le disais à l'autre là-bas, je t'invite aussi à que tu fasses un tour, je vais te partager le lien, et si possible, que tu te joignes à cette cause-là, qui est, à mon sens, noble, de sorte à ce qu'on puisse déployer plus de projets, qu'on puisse faire j'ai envie de dire, plaidoyer assez poignants et assez forts, de sorte à toucher la sensibilité de nos autorités. Voilà. Merci. Alors, je pense que merci beaucoup aux représentants, aux bénévoles de ces deux associations. Donc, vraiment, le président, je vous remercie. Le président, il est un peu de l'autre parce que c'est aussi lui qui fait la présidence, donc il ne peut pas être partout en même temps. Donc, il arrive bientôt avec les repas et donc, vous voulez aussi, d'abord, le président, je vous remercie, mais vous voulez aussi de la bouche du président les remerciements. Voilà. Donc, merci aussi à tous et à toutes. Maintenant, on va se restaurer. Pour les femmes au Sahel. Donc ils ont deux bénévoles avec nous qui ont fait les déplacements et donc ils vont faire une projection vidéo sur une problématique de violence basée sur les genres au Mali. Allô? Ici c'est mieux je crois. Du coup je disais, je suis Donald Adjemi. Avant tout propos, je tiens encore à dire merci au président pour cette organisation. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Comme ils l'ont dit, nous représentons une ONG qui intervient dans la zone du Sahel et particulièrement au Mali. Nous luttons contre toute forme de violence basée sur le genre, en particulier celle faite aux femmes et aux jeunes filles. Nous essayons tant que nous pouvons de les aider, de leur venir en aide. On a beaucoup parlé ce matin lors d'un débat
Et je pense que le témoignage d'un survivant ou d'une survivante, c'est assez fort, plus que tout ce que nous avons dit. Du coup, nous allons vous projeter une vidéo d'une petite de 14 ans. Ce matin, je crois, j'ai dit 12 ans pour ceux qui étaient présents. On va rajouter plus d'eux. Elle a 14 ans, qui a été victime de viol. Et enfin, son témoignage, il est poignant. Pour ceux qui parlent le bambara, c'est en bambara. Ceux qui ne parlent pas le bambara comme moi, c'est sous-titré. Du coup, je vous exhorte à lire et à prêter attention. Merci. Donc, Denis Carafo a été kanya sɔrɔ cogo min na an y'a ye a cɛra de ka taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la Gabriel Touré la Gabriel Touré la an kɔni t'a dɔn ale yɛrɛ tɛ fɛn kalama an t'a dɔn mɔgɔ kelen min taara n'a ye ka na an t'o dɔn o binna kan de mɔgɔ min binna kan ale mɔgɔ t'an bɔ an t'a a cogoya wɛrɛ dɔn furakɛli la a furakɛra kalo 2 o y'a bila ba kɛnɛyara k'a ka taa so o y'a sɔrɔ ŋɛɲɛ foyi tɛ anw fana kɛ a bilala ka taa ten ala y'a kɛ a nɔgɔyali dɔɔni kɛra mɛ a ma ban o ko u bɛna opération 2nan de kɛ mun tɛ anw ye a bɛ kɛ cogo min na an yɛrɛ t'a dɔn. olu hakilila bana sa ke dati t'a la u bɛ se k'i di cɛ ma kɛ dati fosi t'a la bɛ bana ɲɛgɛnɛ ji jɔra wɛrɛ ne fana t'o ɲɛ wɛrɛ o ye ne di cɛ ma ne taara yɔrɔ kelen filɛ ne ka ɲɛgɛnɛ ji de la ne ka sɔrɔ ka na projet yɛrɛ sisan ne ye feere opération min kɛ sisan depuis yan na ne kelen dɔrɔn de bɛ yan ne tɔɔrɔ bɛ dingɛ kɔnɔ ne kelen dɔrɔn de yan a se tɛ ne n'a fɔ n bɔ yan ko ka wari tiɲɛ olu b'a fɔ wari t'u bolo. Et moi, on donne le jour au ma, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Créateur. Ça veut dire Dieu en français. Qu'on fasse une belle agile de l'eau pour moi. Il m'a dit qu'on fait pas pour pas, n'est pas, mais il a dit pas. Il a dit là. Mais cette question ne peut même pas se poser. Il y a le carton de la vie comme sur le tour de la vie. Il y a le premier mousson pour il y a à la même. Il y a à la sorte. Parce que tu vois le combat, le bas du combat, nous n'avons combat. À la source, moi il a pas fonctionné les femmes et. Ni on a bien la vie. On a pour des nannies qui n'y va pas du tout. Au cours d'un des cas, à la modèle Jamil Douana, il parle. Notamment l'Église catholique, nous insistons beaucoup sur cette égalité entre l'homme et la femme. Si bien que le problème, généralement, ne se pose pas à ce niveau. Aimer, tout partira de ça. Donc, quand les deux s'aiment, et les deux ont bien compris qu'ils sont égaux en droit et aussi en devoir,
chacun a ses droits, chacun a ses devoirs. Et je crois que la vie sera possible et agréable lorsque chacun connaît sa place et son rôle. Et c'est ce que nous essayons de travailler, surtout au niveau de la préparation des mariages. On s'en oui. On peut aimer quelqu'un sans l'accepter. Quand on accepte quelqu'un, tu ne peux pas l'agresser. C'est pas possible. Parce que oui, je demande que, souvent on se pose la question, est-ce que vous le faites une fois, est-ce que vous le faites un cordon? L'important n'est pas d'aimer la personne. Quand tu aimes quelqu'un, il faut l'accepter. On peut aimer sans accepter la personne. Là maintenant, faire la loi, on a parlé de la pas accepter. Beaucoup de gens ont des problèmes à respecter leur conjoint, qui est aussi la mère de leurs enfants. Et pour celles qui souffrent en silence, je leur demande d'être courageuses et de refuser de souffrir en silence, de ne pas être des martyrs. De voir ses enfants, de voir ses parents, de voir son frère et sa soeur qui ont besoin de toi. Si ton mari ne te valorise pas, si ta belle famille ne te valorise pas, valorise-toi toi-même et brise ce silence et sors de ça. Pour diminuer et même mettre fin à ces violences, il faut une large sensibilisation. Encore, il faut une large sensibilisation au niveau de toutes les couches. Ensuite, il faut mettre l'accent sur la dénonciation. Parce que si c'est dénoncé, la prise en charge est faite, je crois que ça va diminuer. Dinete adara cogo si la ka fɔ ɲagata a ka se muso ma ka tugu kabini dayɔrɔ la ala ye muso da ka bonya da a kan ani k'a ni cɛ bɛ kɛ kelen ye danbe la o kama ɲagata dɔw bɛ yen nɔ a man ka ta ka ɲɛsin muso ma. Humanité bɛ baara fɛn ma o ye muso agression ye ça c'est l'injustice k'a bɛɛ baro ma silamɛya baro ma i y'a faamuya an ka culture baro ma i y'a faamuya n bɛ fɛn fɛn dɔn a bɛɛ lajɛlen muso respecté. Ni musow degunmatɔw sera an ma an ka baara fɔlɔ ye k'u lamɛn an b'u bisimila k'u lamɛn o lamɛnni kɔfɛ an bɛ ɲininkali wɛrɛw k'u la u ka degun kɔnɔna na donc o degun mana fɔ ka ban waati min na an b'a jateminɛ n'an kan ka cɛ wele a yɔrɔnin bɛɛ la on lui a adressé une invitation convocation tɛ mais invitation de don an b'o sɛbɛn k'a essayer ka o d'u ma donc u ka na an ka sigikafɔ kɛ o kɛwale la o ye cas damadɔw de ye i n'a fɔ muso ka laɲini ye fɛn damadɔ ye ni muso ni cɛ gɛlɛyaw cɛ kosɛbɛ famille kɔnɔ so kɔnɔ donc an bɛ kuma n'olu ye ɲɔgɔn cɛla la fɛn caman na donc o kɛwalew an bɛ dɔw ta o la k'o ɲɛfɔ cɛ fana ye gɛlɛya min b'a to gɛlɛya in yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo puisque an ka base ye ka communication tɛmɛ muso ni cɛ yɛrɛ ɲɔgɔn cɛla la fɔlɔ pour que bɛɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛya la maintenant o paramètre bɛɛ bɔlen kɔfɛ an bɛna na on prend maintenant le cas de viol o tɛ se ka gérer an fɛ yan ça c'est un cas très sensible an t'a ɲini k'a fɔ ko an b'o bila dagagirina na n'o cas kɔni a y'o la na dɔrɔn directement on va saisir le tribunal le plus compétent. La protection juridique ou on va dire légale de la femme au Mali est assez faible à notre sens, dans la mesure où, au vu de la recrudescence des violences et de leur diversité faites à l'endroit des femmes, nous estimons que notre arsenal législatif n'est pas outillé à souhait, notamment par une loi spéciale et ses textes d'application pour réprimer, prévenir et réprimer les violences faites aux femmes. Et c'est tout le sens du plaidoyer de ERA Foundation qui, depuis juillet 2019, s'active à ce que l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre les VBG soit une réalité au Mali et soit inscrite dans l'arsenal législatif
du Mali. La police, c'est la porte d'entrée pour les victimes, qu'on les appelle aussi des survivants ou des survivantes. Alors maintenant, si un cas se présente à nous, on écoute d'abord la personne pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Si il y a viol ou sévérité, la police délivre un document qu'on appelle la réquisition. La réquisition, c'est un document administratif mais à caractère juridique. Et c'est ce document très important qui permet aux médecins de procéder à l'examen de la victime. Donc une fois on délivre la réquisition, automatiquement c'est comme une ouverture d'enquête à l'enquête. Donc une fois l'enquête ouverte, on recherche d'abord les preuves, chercher les présumés, les présumés auteurs, les conduire au commissariat, les entendre sur les faits qui leur sont reprochés et monter la procédure, transmettre devant le droit qui est le parquet.
Justice et dignité pour les femmes du Sahel. Stop au human spectre aux femmes. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, nous avons échangé ce matin. Nous avons présenté l'ONG. Donc, à travers les différentes actions qui ont été déjà menées, il y avait la première vidéo qui a été présentée d'une survivante qui a été prise en charge par l'ONG Justice et Dignité pour le Sahel. La deuxième vidéo, toujours dans le cadre de notre méthodologie d'intervention, nous travaillons avec plusieurs acteurs. Donc à savoir les assos, les différents assos qui plaident aussi pour la même cause que nous, les leaders religieux, les leaders communautaires, pour que ensemble notre plaidoyer soit fort. Et la troisième vidéo, c'est aussi toujours dans le cadre de la sensibilisation et la mobilisation. Nous avons avec un artiste ensemble pu composer cette musique en fait, pour aussi sensibiliser. Donc c'est ces trois activités, comme tant d'autres que nous avons citées ce matin, donc, qui concourent à ce que nous puissions mener un plaidoyer un peu plus fort et défendre les causes des femmes. Sur ce, je vous remercie de votre attention.